Dans cette histoire, il y a une vieille Peugeot, des poupées Barbie, Zanzibar, des montres suisses, un balai breveté, un barrage célèbre, le peintre Dali, les nazis en France, une signature qui vaut de l'or, un mystérieux colonel corse, une famille de 15 enfants, un héros méconnu, 30 000 vies sauvées et une valise verte. Une valise verte qui va bouleverser la vie confortable d'André Lotté, professeur de littérature française à l'Université de Montréal, spécialiste de Jean Giono, mère de 2 enfants dont un musicien, David. Je devais vendre la maison de maman qui était décédée quelques mois auparavant. Un jour, ma fille me dit « Maman, quand tu iras chez mamie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, regarder si tu ne trouverais pas de tes anciennes poupées Barbie? » Je suis descendue au sous-sol. Il y avait une série de valises qui étaient empilées. C'était des grosses valises, vous savez, comme on voit dans les films là. Tout à coup, j'en ai trouvé une qui était plus petite que les autres, une valise verte. Et quand j'ai pris les petites boucles argentées qui ont fait... J'ai été surprise par des centaines de papiers. Tout portait le nom de mon père. Pour moi, c'était un peu comme arriver dans la caverne d'Ali Baba, vous savez, et trouver un coffre au trésor. J'ai découvert un premier papier qui était du consulat de Pologne à Montréal, qui était daté de 1945. Et il y avait écrit dessus, ceci est une attestation pour dire que M. Jacques Lotté, Jacob Lottenberg, est un citoyen honorable. Jacob Lottenberg. André Lotté avait 5 ans quand son père est décédé. Sa mère, Cécile Lambert, ne lui en avait jamais beaucoup parlé. Ses souvenirs sont vagues, mais affectueux et surtout enveloppés de mystère. On m'avait toujours demandé depuis ma tendre enfance, mais d'où ça vient Lotté? Ça vient d'où? Et ma mère disait toujours, c'est un nom polonais qui a été écourté parce que ton grand-père était dans les affaires à Paris. Mais là, j'avais la vraie réponse. Alors Lottenberg, ça ne faisait aucun doute avec un suffixe comme ça que c'était un nom juif. Dans cette valise, toute une vie, celle de Jacob Lottenberg, né en Pologne, fils de diamantaire à Anvers en Belgique, volontaire à 17 ans dans l'armée polonaise vers la fin de la Grande Guerre. Elle savait qu'à Montréal, son père importait les montres suisses et Nicard. Mais elle apprend aussi qu'il avait été copropriétaire d'une charcuterie hébraïque, aujourd'hui disparue, juste à côté de chez Schwartz, rue Saint-Laurent à Montréal. Puis, avec les documents dans la valise, elle remonte le temps. J'ai trouvé qu'en 1937, mon père avait un commerce à Paris et qui était rue de Wagram. C'est une boutique d'accessoires que tenait son père. Les nouveautés, Lotté. Il a même breveté une invention, un balai inusable. J'ai découvert aussi que mon père avait été marié et qu'il avait eu une petite fille, Jacqueline, en 1937. Cette demi-sœur aujourd'hui décédée, André ne l'a jamais connue. Elle se lance dans une vaste enquête, ici et en Europe, où elle établit de nombreux contacts. Hi! Allô, Jackie? Allô, allô, allô. Ça va? Tout va bien, et toi? Ça va très bien. Jackie lui fournit une mine de renseignements. C'est une passionnée d'histoire établie en Belgique. Elle aide à comprendre une foule de choses sur la famille d'André. La guerre éclate en 1939. La Pologne est envahie par les nazis. Dans la valise verte, André a trouvé des cartes postales écrites en allemand à son père, en provenance de Pologne. Ce qui m'a glacée, mais vraiment horrifiée, c'est que en regardant de plus près, j'ai vu là, ici, le sceau de la Gestapo. Ces cartes venaient de ma tante Anna, qui était la sœur de mon père, et donc j'ai compris qu'elle avait été emprisonnée au ghetto, dans le ghetto de Lodz. Les lettres sont censurées par l'armée allemande, mais on devine la détresse des prisonniers du ghetto de Lodz. Nous remercions Dieu, nous sommes en santé, mais nous avons l'air terribles. Nous te prions de nous envoyer du poisson, de l'huile d'olive ou d'autres matières grasses et un peu de café. Et j'ai découvert qu'elle avait été une des rares survivantes, je crois qu'ils étaient environ 800 seulement. Elle a été, en 1944, elle a été ensuite déportée à Auschwitz, après ça à Flossenberg et après ça à Theresienstadt, où elle a été libérée par l'armée russe. Mai 1940, les Allemands envahissent la France et ils persécutent les Juifs.
La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. Le 18 juin, le général de Gaulle est à Londres. Il lance aux Français son fameux appel à la résistance. 6 millions de Français fuient l'avance nazie vers le sud. C'est l'exode. L'énigme pour moi a toujours été, si mon père s'appelait Lothenberg et qu'il habitait Paris en 1937 avec sa femme et sa fille, comment a-t-il bien pu s'échapper? Il doit s'enfuir de Paris. Ce bout de papier tout rafistolé était le bien le plus précieux de Jacob Lothenberg, devenu Jacques Lothenberg. Et il raconte une véritable odyssée. C'est un papier daté du 18 juin 40 et qui dit que M. Jacques Lothenberg, chauffeur du colonel aviateur Giovanoli, titulaire du passeport se rend à Paris et à Biarritz et retourne en voiture Peugeot immatriculée 4609 RM3. Le rapport de Jacques Lothenberg avec le colonel Giovanoli, un militaire français d'origine corse décoré de la Légion d'honneur, reste nébuleux. S'était-il rencontré dans l'armée 20 ans plus tôt? Et que faisait un commerçant parisien, chauffeur d'un militaire? C'est une grande énigme pour moi encore. Est-ce qu'ils étaient ensemble? Est-ce qu'ils n'étaient pas ensemble dans la Peugeot? Je ne sais pas. Jacques Lothenberg est parmi les derniers à franchir la frontière espagnole près d'Hendaye le 25 juin 1940, au volant de la Peugeot avec son précieux sauf-conduit. Enfin libre, il traverse l'Espagne et se réfugie au Portugal. Sa femme Bessita et sa fille Jacqueline parviennent à s'embarquer pour le Brésil. Lui est refusé. Il restera 1 an et demi au Portugal. On peut juste imaginer le drame d'un père, d'une famille comme ça séparée. Ça a dû être épouvantable. Dans le coin du fameux document, un visa pour le Portugal. André parvient à identifier l'auteur de la signature, une signature qui vaut de l'or. Quand j'ai tapé toutes ces dates, tout m'a dirigé vers Aristide de Sousa Mendes, qui était le consul du Portugal à Bordeaux en 1939. André découvre ainsi l'existence d'un personnage plus grand que nature, dont l'histoire va la bouleverser. C'était un choc pour moi, c'est un peu comme se retrouver sur la liste de Schindler. Ses recherches ont conduit André sur les traces de la grande famille d'Aristide de Sousa Mendes. Jusque chez Ruth, 88 ans, la veuve de l'un des fils du consul, Luis Felipe, et 2 de leurs 3 enfants, Louis-Philippe et Linda. Ils vivent à Montréal. Il était stationné à Bordeaux et a commencé ici à donner des visas. Ensemble, ils revivent la grande saga du consul de Bordeaux. Aristide et son jumeau César grandissent dans une famille aristocratique du Portugal. Leur père est un juge respecté. Les 2 frères feront une belle carrière dans la diplomatie. Son épouse Angelina à ses côtés, Aristide est nommé consul en Guyane britannique, à Zanzibar, au Brésil, à Anvers en Belgique. En 1938, le président Antonio Salazar le nomme à Bordeaux. Il s'y installe avec ses 14 enfants. Lorsque la guerre éclate, César est ambassadeur du Portugal à Varsovie. Il sait tout des persécutions des nazis en Pologne, en particulier des Juifs, et il en informe son frère. Les réfugiés affluent à la frontière espagnole. Le consul leur émet des visas portugais qui leur permettront de traverser l'Espagne. Quand ces gens-là arrivaient au Portugal, ils ne correspondaient pas à ce que l'autorité exigeait. C'est par la suite que Salazar a émis la circulaire 14, qui interdisait absolument qu'il donne des visas. Le doute l'assaille. Doit-il obéir, comme tout le monde? Sa rencontre avec le rabbin Chaim Kruger lui ouvre les yeux. Le film « Désobéir » relate cet épisode. Mais nous ne partons pas. Vous ne voulez plus quitter la France? Pas tout seul, mon cher consul. Je ne peux pas partir tout seul en laissant les miens ici. Le rabbin refuse son visa s'il ne peut amener tous les réfugiés qui sont avec lui. Après 3 jours de réclusion totale, Aristide en ressort les cheveux tout blanchis. Et je fais le serment de délivrer des visas à tous ceux qui me le demanderont. Des milliers de visas émis vers le Portugal et la liberté, émis jour et nuit en désobéissance totale des ordres du dictateur Salazar, sympathisant des nazis. Il avait son devoir envers l'autorité, mais il a changé l'autorité, la figure d'autorité. Il a changé Salazar pour sa foi en Dieu. Aristide de Sousa Mendes aura donné la liberté à des milliers de gens ordinaires, mais aussi à plusieurs membres de la famille Rothschild, au peintre Salvador Dali,
à l'archiduc héritier d'Autriche, Otto de Habsbourg et sa famille, à la duchesse de Luxembourg et à sa famille. Les envoyés de Salazar sont aux trousses du consul qui continue à désobéir. Allons-y! Il prend la tête personnellement d'un dernier petit groupe jusqu'à la frontière. Les Espagnols ferment la porte aux réfugiés porteurs d'un visa interdit, celui de Sousa Mendes. Ils passeront par un petit poste qui n'avait pas le téléphone et ignorait la consigne. On croit que Jacques Lautenberg et sa famille étaient du nombre. Avec sa fameuse liste, Oskar Schindler a sauvé plus d'1 millier de Juifs. Mais en 9 jours seulement, de Sousa Mendes a sauvé environ 30 000 personnes, dont un tiers de Juifs. Moi, c'est ce que j'admire le plus. C'est le courage dont il a fait part avec son épouse, Angelina. Au-delà de tout, ils ont décidé de prendre le risque d'être droit, d'être honnête. Il paiera le prix fort pour sa désobéissance. Rappelé à Lisbonne, le consul sera jugé et rayé de la carrière diplomatique, privé des 3/4 de ses revenus. Pour que ses enfants échappent à leur situation de paria dans leur propre pays, il les enverra tous à l'étranger. Il mourra dans un grand dénuement en 1954, 6 ans après sa femme Angelina. Mon père est resté le dernier avec son père, puis mon père aimait beaucoup apprendre. Et puis il ne pouvait plus aller à l'école. Il n'avait plus les moyens d'aller à l'école, ils étaient rejetés de toute façon. Donc, c'est son père qui lui a enseigné les mathématiques, l'histoire, la géographie. Aristide cherche à faire instruire Luis Felipe, son plus jeune fils, hors du Portugal. Une invitation providentielle arrive de Québec. Quand il était consul en Belgique, Aristide ouvrait sa maison tous les dimanches aux étudiants étrangers. Parmi ceux-ci, un jeune prêtre prénommé Alphonse Marie, le futur Monseigneur Parent, recteur de l'Université Laval. C'est lui qui accueillera en 1948 Luis Felipe, qui deviendra ingénieur. Au Québec, Luis Felipe n'a qu'une envie, tout oublier. Il épouse Ruth Tremblay et fonde une famille. C'est drôle, il avait peur de se faire déporter. Et une nuit, il a fait un cauchemar. Il a rêvé que les gens de la gendarmerie venaient le chercher pour le ramener au Portugal. Tellement il avait peur. Il y avait une douleur très profonde qu'il avait dans son cœur. Son remède, sa façon de faire, c'était de se fonder une famille puis ensuite de travailler. D'être passionné pour son travail, puis quand il arrêtait de travailler, il y a une tristesse qui faisait surface. Luis Felipe participe à la construction du barrage Daniel Johnson à la Manique. Il sent qu'il prend racine là où on veut de lui. Il a bien réussi, il est devenu un expert international en barrage. Mais comme tous ses frères et sœurs, il lui restait un devoir à accomplir, le devoir de mémoire. Une fois que cette histoire serait connue et reconnue, elle n'appartiendrait plus à la famille. Puis ce serait la libération pour la famille, puis elle appartiendrait à l'humanité. Des fondations de Sousa Mendes ont été créées. C'est avec des gens comme André que la famille Sousa Mendes, dispersée à travers le monde, a pu reconstituer la saga du consul de Bordeaux et réhabiliter la mémoire d'un héros oublié de l'humanité. Des hommages ont été rendus à travers le monde. Il a été inscrit sur la liste des justes parmi les nations au mémorial de l'Holocauste de Yad Vashem à Jérusalem. Son nom figure sur des plaques commémoratives dans de nombreux pays. Ce parc de Montréal lui a été dédié. L'État portugais s'est officiellement excusé auprès de la famille et a restitué, 30 ans après sa mort, tous les titres et les droits qu'il avait retirés à Aristide de Sousa Mendes. On veut maintenant restaurer le vieux manoir familial au Portugal et en faire un musée. Faire en sorte qu'un jour, la justice soit faite et que leur nom soit reconnu comme étant celui d'une personne qui a fait la bonne chose au bon moment. Quelques jours avant de mourir, mon grand-père a dit à un de ses neveux, il dit « J'ai rien à vous laisser, mais que mon nom, mais il est propre. » C'est un très bel exemple pour tous les chefs qui ont des fois à désobéir pour ne pas aller contre leur conscience. Seulement 3000 personnes sur les 30 000 qui ont été sauvées par Sousa Mendes sont connues. Beaucoup de familles ignorent encore toute cette histoire, ou bien elles ont décidé, comme la mère d'André, de taire leur secret. Quand mon père est décédé et que je n'avais que 5 ans, elle a estimé qu'il y avait déjà probablement assez de drames comme ça dans ma vie. Alors elle a laissé le soin au destin de décider quand je trouverais la vérité.